Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet espace de discussion que nous allons mener ensemble pendant 1 heure avec deux invités qui vont échanger avec nous sur les deux initiatives pesticides qui sont soumises à la population suisse le 13 juin prochain. C'est un événement qui est organisé par les Verts suisses. Et j'aimerais d'abord remercier le secrétariat des Verts qui s'est chargé d'organiser cet espace d'échange et en particulier Roman Gouger qui sera là avec nous pour la technique pendant ces discussions-là. C'est aussi Roman Gouger qui va, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui va récolter vos questions sur Facebook et qui va me les transmettre et je pourrai ainsi les poser pour vous à nos deux invités que je remercie aussi de tout cœur pour leur disponibilité, pour leur engagement aujourd'hui et d'ailleurs pendant toute cette campagne sur le thème des pesticides. Je vais vous les présenter brièvement et leur donner la parole pour se présenter plus en détail. Il y a d'abord Fernand Cuche, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà parce qu'il a été parlementaire pour les Verts et aussi conseiller d'État dans le canton de Neuchâtel. Mais il n'est pas seulement là comme politicien, il est aussi et peut-être surtout là en tant qu'agriculteur. Fernand, je ne sais pas si tu veux encore dire quelques mots pour te présenter et dire ton lien avec cette thématique. Oui, bonjour tout le monde. Moi, ça fait plus de 40 ans maintenant que je m'engage pour une agriculture respectueuse de l'environnement, pour une alimentation saine, la préservation de la biodiversité. Et voilà, ça ne lâche pas. Et avec toutes ces nombreuses initiatives qui ont été déposées ces dernières années, qui concernent le territoire, les pratiques culturelles, la préservation de la biodiversité, mais voilà, ça m'a relancé. Oui, je pratique encore l'activité agricole comme, on va dire, auxiliaire utile, pour reprendre un thème qui concerne les insectes. Mais voilà, je suis plus patron d'entreprise, mais j'ai une excellente collaboration. 3 domaines agricoles aux pressions linéaires qui sont associés et qui travaillent selon les exigences de l'agriculture biologique. Et nous en sommes fort heureux. Merci Fernand. On passe à Edward Mitchell, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel, qui fait partie des initiants de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse et qui travaille en tant que scientifique dans le domaine de la biodiversité et en particulier la situation de la biodiversité dans les sols et qui est donc évidemment une spécialisation qui est très intéressante du point de vue de notre thématique. Edouard, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots encore pour te présenter. Oui, bah, je crois que tu as donné quelques éléments. Donc, effectivement, moi, j'ai commencé à étudier, en fait, pas du tout les terres agricoles, plutôt les tourbières, l'écologie des tourbières, les micro-organismes, notamment les animaux qui vivent dans les tourbières. Et en fait, c'est important parce qu'il y a ça donne une des dimensions, en fait, de ma perception des choses, c'est la dimension temporelle, parce qu'en fait, j'ai étudié la paléoécologie, donc l'évolution des tourbières sur 10 000 ans. Donc, c'est quelque chose que j'essaie toujours de garder en tête. C'est important quand on réfléchit à nos actions du présent. C'est où est-ce qu'on sera si on continue comme ça pendant peut-être pas 10 000 ans, mais déjà 1000 ans. Je pense que c'est une piste de réflexion qui est très importante. Je me suis retrouvé de proche en proche à travailler un petit peu sur les pesticides. Et c'est pas forcément mon domaine prioritaire. C'est en fait un domaine que je préférais ne pas étudier parce que je préférais faire des choses plus intéressantes que d'étudier l'impact des pesticides sur les organismes du sol. Mais en fait, ces organismes sont évidemment impactés par les pesticides. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé donc à travailler, à être engagé sur cette initiative. Et je vais vous juste finir avec ça en vous résumant finalement comment j'ai commencé. J'ai reçu un coup de téléphone après avoir passé à la télévision sur une émission sur les pesticides et quelqu'un, c'était l'initiant de l'initiative, celui qui a eu la première idée, qui m'a dit voilà, on est un groupe de personnes, on aimerait lancer une initiative pour interdire les pesticides de synthèse. Alors ma première réaction, ça a été mon Dieu, ils sont courageux pour ne pas dire fous. Et puis dans la même minute, je me suis dit mais c'est quand même curieux, en fait, effectivement, on n'a jamais voté là-dessus. On vote sur plein de choses en Suisse. Mais un sujet aussi important que celui-là, en fait, ces pesticides de synthèse sont rentrés par la petite porte, font partie de notre vie, mais on n'a jamais vraiment eu à en débattre. Ça me semblait pertinent de le faire.
J'espérais un débat réel sur la question. Les choses n'ont pas forcément été exactement comme je le souhaitais, mais c'est peut-être pas tellement surprenant vu ce à quoi on s'attaque. Voilà, je crois que c'est suffisant comme introduction. Merci beaucoup. Alors, ça ne va pas être un débat conflictuel ou contradictoire, même si vous avez tous les deux des perspectives différentes, mais c'est clair que je vais moi-même parfois jouer un petit peu l'avocat du diable en reprenant des arguments qui sont dans l'air pendant cette campagne. Et puis, bien entendu, vous qui nous écoutez par le biais de Facebook, vous pouvez sans autre poser vos questions par Facebook et Roman Gouguer, que je remercie encore une fois, pourra me les transmettre par le biais du chat et je les poserai à votre place à nos deux intervenants. Alors, on va peut-être continuer avec toi, Edward, parce que ce que je trouve très intéressant dans toute cette affaire, c'est qu'on a eu presque simultanément, disons avec une petite distance temporelle, deux initiatives populaires qui ont été lancées. Alors, évidemment, comme c'est Edward qui est l'invité, on va plus parler de celle pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, mais évidemment que c'est un débat qui implique aussi l'autre initiative et vous pouvez nous poser aussi des questions sur l'autre initiative. On essaiera volontiers d'y répondre, mais je dirais que c'est quand même très particulier que presque au même moment, deux groupes lancent des initiatives populaires sur la même thématique et surtout deux groupes non pas partisans ou je dirais des ONG qui étaient déjà constitués, mais des groupes de simples citoyennes et citoyens. Et Edouard, j'aimerais bien que tu nous racontes justement un peu comment ça s'est passé, qui sont les personnes qui sont à l'origine de l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, et puis comment finalement ça s'est mis en place et qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, cette émergence simultanée de deux initiatives citoyennes sur le même sujet? Ouais. Il y a une image qui me vient juste à l'instant. On parle beaucoup de Röstigraben et en fait, on peut voir ces deux initiatives comme un pont qui traverse le Röstigraben, puisqu'il y en a une qui vient de Suisse alémanique et l'autre de Suisse romande. C'est peut-être une image qui est intéressante. Elles ont des points de vue différents, elles ont des mécanismes, elles utilisent des mécanismes différents. On peut être d'accord avec l'un ou avec l'autre. Elles ont leurs forces et leurs faiblesses. Mais effectivement, ce que tu as dit est très vrai. Ce qui est frappant, c'est que elles émanent du public. Voilà. Alors, on va critiquer en disant ce n'est pas des paysans, ils ne savent peut-être pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, dans notre comité, on a quand même un viticulteur qui a les pieds sur terre et qui sait de quoi il parle quand il parle de pesticides. Donc, effectivement, deux initiatives citoyennes qui vraiment sont révélatrices. Et puis, Fernand l'a souvent dit quand il s'exprime, il n'y en a pas que deux, il y en a toute une série, une longue série. Il y en avait d'autres avant, il y en aura certainement d'autres après. Qui démontre en fait qu'on a un malaise, on a un véritable malaise par rapport à ces problèmes de pesticides. Et en fait, je pense que ce malaise, il est révélateur aussi d'une perte de confiance que les citoyens ont envers leurs autorités. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement ressenti également, parce que si j'ai commencé à étudier la biologie, c'est parce que j'avais bien sûr je suis venu à Neuchâtel de Genève pour étudier la biologie, parce que c'était ici qu'on m'a dit qu'il fallait venir pour étudier l'écologie, la biologie organismique. Et je n'ai pas du tout regretté ce choix. Et donc, en fait, c'était vraiment le constat du déclin de la biodiversité, des problèmes environnementaux qui m'a poussé à vouloir choisir ces études. Et en fait, mais j'avais quand même, malgré tout, même si je connaissais l'existence des pesticides et tout ça, j'avais quand même une certaine confiance dans nos autorités. Je me disais, on utilise ces produits, c'est des produits toxiques, mais finalement, le pays, la Suisse est un pays extrêmement bien gouverné. On fait les choses correctement et donc j'avais quand même, sans creuser la chose, une assez bonne confiance dans le système en me disant, en fait, il y a une pesée d'intérêt qui est faite et on peut faire confiance. Et en fait, comme je le disais au début, je n'ai pas du tout commencé par travailler sur les pesticides. Je suis venu un petit peu après quelques décennies, on va dire, de recherche, plus d'une quinzaine d'années de recherche. Je suis arrivé sur ce sujet. Et quand j'ai commencé à creuser ce sujet, j'ai vraiment été très perturbé par ce que j'ai vu, à la fois d'un point de vue scientifique, de voir l'évidence. La première fois, pour être très franc, quand j'entendais dire les pesticides causent le cancer, je me disais
qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de, c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. J'étais un peu perturbé par ce genre d'affirmation. J'entendais aussi des choses comme les pesticides sont un recyclage d'une industrie de guerre, d'armement. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je ne connaissais pas hein, cette réalité. Et en fait, ces choses-là sont malheureusement vraies. Et ça, c'est très perturbant parce que ça ébranle quand même les certitudes. On n'est pas du tout dans un système où on observe un problème de ravageur de culture et on réfléchit de façon intelligente à trouver une solution qui serait particulièrement bien adaptée à ce ravageur-là. Donc, on nous présente souvent les pesticides de synthèse comme étant très spécifiques, comme étant vraiment comme une frappe chirurgicale qu'on aime utiliser aussi comme vocabulaire dans la rhétorique guerrière. Hein. On va juste mettre la bombe sur le chef ou le terroriste qu'on veut tuer, et puis on ne part pas forcément sur l'école qui est à côté. Et ben, en fait, on n'est pas du tout dans ça, quoi. La réalité, elle n'est pas du tout là. Et donc ça m'a dérangé profondément. Et donc voilà, donc l'origine de notre initiative, c'est en fait c'est Étienne Kuhn qui a lancé ça, qui était quelqu'un qui travaille pas du tout biologiste, il a une sensibilité environnementale, mais c'était plutôt quelqu'un qui est dans le marketing. Il travaillait pour des marques de chaussures, pour la musique, des choses comme ça. Mais il avait vraiment cette sensibilité, puis il s'est dit, ben voilà, c'est le moment, vraiment, il faut faire quelque chose. Donc, il a lancé l'idée auprès de quelques amis sur les réseaux sociaux. Puis, c'est comme ça qu'un petit noyau s'est formé. Puis ensuite, il m'a téléphoné, m'ayant vu à la télé. Donc, moi, j'ai appelé mon ami Jean-Denis Perrochet, qui, comme je Donc, dis, le vigneron. Le vigneron, voilà. Donc, comme je le dis parfois, avec des amis comme moi, on n'a plus besoin d'ennemis parce que peut-être qu'il ne s'est peut-être pas rendu compte dans quoi il s'engageait. Mais je suis très content qu'il se soit joint à nous parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement compétent et qui prouve par l'exemple aussi qu'on peut effectivement se passer des pesticides. Il a lui-même commencé par utiliser des pesticides de synthèse, puis il a fait tout ce cheminement petit à petit pour les abandonner. Et comme finalement moi, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue institutionnel, ce qui était au début une normalité ou quelque chose une idée à laquelle il adhérait, eh bien, il a complètement changé de vision sur la chose. Et je crois que c'est ce changement de vision et de pensée, de vision, de compréhension du système, puis qui se traduit ensuite par un changement dans la pratique. C'est vraiment, je crois, ce qu'on est en train de vivre maintenant dans notre société en général. Voilà. Très bien. Alors, peut-être pour passer la parole à Fernand, donc l'initiative pour une Suisse libérée des pesticides de synthèse, elle demande qu'on sorte des pesticides de synthèse, une sortie programmée finalement des pesticides de synthèse sur une période de 10 ans. C'est un petit peu, j'aime bien utiliser ce terme parce que c'est un peu comme ce qu'on a décidé pour le nucléaire finalement, hein, quand il y a une technologie qui pose problème, c'est très rare qu'on puisse s'en passer tout de suite parce que c'est souvent des technologies qui avaient aussi des avantages et puis qui étaient utiles et puis on les utilise depuis longtemps. On en est aussi un peu dépendant. Hein. C'est un point commun entre le nucléaire et les pesticides. Donc, il faut un temps de latence pour qu'on puisse les remplacer par d'autres technologies qui soient moins dommageables. Eh bien, c'est donc une initiative qui concerne directement les paysans. Ça, c'est bien clair. Maintenant, ces paysans, pendant toute la campagne, ils nous ont dit très fort combien ils vivaient mal les accusations qui étaient portées à leur encontre, comment ils faisaient de leur mieux pour éviter les impacts nocifs des pesticides de synthèse et combien ils trouvaient injuste finalement de se voir ainsi accusés. Fernand, toi, tu as eu une carrière de politicien. On a parlé de l'échec du politique à gérer ce problème-là. Tu es aussi agriculteur. Comment tu perçois le rôle des agriculteurs dans toute cette affaire? Et qu'as-tu à répondre lorsque ces accusations d'injustice? We just wait one more minute and then we'll start. So maybe il y a une quatrième personne qui s'est invitée dans le débat. Vas-y, Fernand. Oui, c'est moi. J'étais sur un autre truc en parallèle ce matin que j'ai oublié d'éteindre. Bon. En faisant un tout petit peu d'histoire, au lendemain de la guerre, hein, on était dans une Europe où existait la disette, la difficulté de trouver des aliments, une alimentation équilibrée. Et c'était une angoisse. Et on a démarré très fort avec
l'agrochimie, hein, qui était peu présente avant la dernière guerre, pendant la guerre, bien sûr. Et puis, il y a eu des résultats qui étaient extraordinaires, une augmentation de la production qui était spectaculaire. Et cette évolution-là, elle a libéré les paysans d'une angoisse, c'était de ne pas réussir leur culture. Les foins, en général, on les réussit relativement bien. Il faut jouer avec les périodes de beau temps, mais ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes, c'était les productions céréalières, maraîchères, etc. Ça a libéré aussi la population en général d'une angoisse de ne pas avoir suffisamment à manger. Et ça a été des années euphoriques où on avait devant nous un avenir étincelant, sans problème. Et la fête des récoltes à l'époque était une fête extraordinaire dans les villages parce qu'on avait rempli les granges, les greniers, les moulins, etc. Et en l'espace d'une quarantaine d'années, on a passé de la disette à la gestion des excédents. À la gestion des excédents. Et on ne s'est pas rendu compte aussi que ça avait un impact important, très important, sur la qualité de l'eau, ce que reprend bien sûr l'initiative et tout le discours qui gravite autour de ces initiatives. Et, mais je dirais, le rouleau compresseur était lancé et il y a eu un emballement dans cette agriculture intensive, productive, et je dirais, dans ce modèle-là qui est le modèle dominant. Et on en est à un point, comme avec l'énergie nucléaire dont tu as parlé, où on se dit, ça ne peut pas continuer comme ça. L'énergie nucléaire, c'était ces déchets spéciaux, entre guillemets, pour lesquels on ne trouvait pas de solution. Et aujourd'hui encore, on n'a pas la solution viable, durable, pour ces déchets. On pourrait faire le parallèle avec les pesticides de synthèse qui se retrouvent dans les sols, dans l'eau, de moins en moins, fort heureusement, dans l'alimentation humaine. Enfin, tous ces désagréments liés à l'utilisation des pesticides de synthèse. Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on s'interroge sur les conséquences de ce mode de production. Et on voit que durant ces 30-40 ans, il n'y a pas eu une prise de position claire pour transiter vers une autre agriculture. Et on est resté accroché à ce modèle, et je pourrais dire qu'en ce sens-là, les agriculteurs, les agricultrices ont magnifiquement réussi. Et on a une peine énorme à se sortir de ce schéma, mais parce qu'il y a aussi un manque de décisions politiques fortes pour transiter vers une agriculture durable. Je tiens à rappeler ici quand même au passage que la Suisse, elle héberge un certain nombre de multinationales qui produisent des pesticides de synthèse, qui produisent des engrais. Il y a tout un business extraordinaire là derrière. Et comme on a tardé à prendre la décision de fond, comme on est resté un peu à la périphérie de la façon de cultiver nos terres, eh bien d'autres se sont préoccupés de ces enjeux-là. Ça remonte déjà au début des années 80, fin des années 70. Et plus on tarde sur ces enjeux fondamentaux, comme le disait Edward Mitchell, plus l'inquiétude augmente. Et on est aujourd'hui dans cette phase cruciale qui explique aussi un peu le désarroi d'un certain nombre de paysans où on sent qu'on devra transiter vers une agriculture durable. Ces paysans, ces paysannes qui n'ont pas fait la transition, il ne faut pas qu'ils se sentent coupables. On porte une responsabilité. Et pour les années à venir, nous porterons encore une responsabilité beaucoup plus importante puisque c'est le métier, le seul métier qui apporte ce qui est indispensable à la vie de l'humanité, la nourriture. La nourriture. Et ça va nous concerner tous, cette transition. Elle est amorcée, elle est en route. Hein. Comme elle a mis du temps pour la transition énergétique, on va mettre un peu de temps pour la transition en ce qui concerne l'agriculture. Alors maintenant, 10 ans, est-ce que c'est trop court? Oui, ça angoisse les paysans. C'est sûr, ça les angoisse, comme ça angoisse aussi la population parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il y aura encore suffisamment à manger, etc. Parce qu'on grossit aussi les chiffres, la diminution de production, etc. Mais sur le fond, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix. Et si je prends
mes premiers engagements, je pense à l'initiative des Alpes, hein, pour transférer le fret, transport de marchandises à travers les Alpes, passer des camions au train. Eh bien, on a voté cette initiative au milieu des années 90. Je disais encore dans le dernier bulletin de l'initiative des Alpes qu'on n'est pas encore à bout touchant en ce qui concerne les objectifs de cette initiative. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut mettre 30 ans pour sortir des pesticides de synthèse, ce n'est pas ça que je veux dire. Je dis que s'il devait se poser des problèmes majeurs auxquels on n'avait pas pensé, eh bien, on peut imaginer d'y mettre 1 année, 2 ans, 3 ans de plus pour faire du bon travail dans cette transition. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ta question. Merci beaucoup, Fernand. On a reçu quelques messages par le biais de nos auditeurs et il y a une remarque qui me semble intéressante et importante et qui dit finalement, on a peut-être trop d'informations qui amènent de la désinformation de la part des adversaires. C'est aussi difficile, je pense, d'apprendre un métier avec les pesticides et de demander de travailler sans. Peut-être qu'il faut revoir toute la formation. Alors, peut-être que Fernand, d'abord, tu peux réagir et puis peut-être après aussi Edouard pour dire comment réaliser la transition finalement, parce que j'ai l'impression que dans le débat, la plupart des gens quand même sont conscients des problèmes posés par les pesticides. Le vrai défi, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut s'en passer. Alors peut-être, Fernand, tu commences avec le défi finalement auquel est confronté l'agriculteur qui a appris une autre méthode de culture finalement et qui doit complètement changer ses pratiques. Oui. Bon, alors, il y a déjà un certain nombre d'agriculteurs, d'agricultrices qui ont transité vers l'agriculture biologique avec le label Le Bourgeon. Donc, on a à disposition entre 7 et 8 000 exploitations agricoles qui démontrent que c'est possible de travailler ainsi sans pesticides de synthèse. Et pour celles et ceux qui pratiquent ce métier, c'est une référence importante de voir des collègues qui se sont associés ou pas et qui ont réussi à amener une alimentation de qualité suffisante sans pesticides de synthèse. Ça, c'est le premier échelon. Le deuxième, il faut que les écoles d'agriculture changent plus rapidement, j'allais dire leur fusil d'épaule. On est encore majoritairement dans les écoles d'agriculture vers une formation plutôt intensive, plutôt productive, mais on n'est pas au cœur de la problématique au niveau de la formation. Et tant qu'on n'aura pas réalisé à ce niveau-là le changement nécessaire, on va encore perdre du temps. Ensuite, on a les services de vulgarisation agricole. Je tiens quand même à rappeler ici 26 cantons, demi-cantons, 26 chambres d'agriculture, quasi 26 services de vulgarisation agricole. On a l'Office fédéral de l'agriculture, on a l'Office fédéral de la protection de l'environnement, puis peut-être un jour, on aura l'Union suisse des paysans avec nous pour réussir cette transition. Mais pour rassurer, mais pas rassurer bêtement les paysannes et les paysans qui hésitent, moi j'aime bien faire la référence avec l'écosystème forestier. L'écosystème forestier. À la fin du 19e siècle, on a bousillé des forêts en Suisse centrale, des forêts de montagne, dans ce massif montagneux. Il s'en est suivi suite à des pluies torrentielles, des éboulements, des ravinements, et avec de nombreuses victimes. Et en l'espace de quelques années, le Conseil fédéral a décrété la police des forêts. Il n'était plus possible d'aller couper un arbre dans les propriétés de collectivités publiques ou privées sans l'autorisation d'un garde forestier. Cette loi forestière, aujourd'hui, elle est toujours là. Et on observe qu'elle s'est développée sans pesticides de synthèse, enfin, sans pesticides du tout, qu'elle s'est développée sans intrants chimiques. Certes, on a des attaques d'insectes, des botrytis, on fait des coupes sanitaires, on essaye de maintenir la diversité, on revient à la biodiversité dans ce système écoforestier, et aujourd'hui, mis à part alors les effets que l'on voit liés au réchauffement climatique, nous avons un écosystème forestier qui permet d'espérer le mieux pour les décennies qui viennent. Et c'est une décision politique autoritaire à l'époque qui a permis d'avoir aujourd'hui
10 forêts qui sont à notre disposition et qui ont un potentiel de production qui est élevé. Merci beaucoup, Fernand. Michel, je te rends la parole et peut-être avec deux mots-clés. Edouard, pardon, ça va bien, c'est parce que j'ai ton nom de famille sous les yeux. Il y a deux choses qui me semblent importantes aussi en lien avec ton profil de compétences. D'abord, tu fais partie des initiations, vous avez décidé qu'il fallait 10 ans de transition. Comment on réalise une telle transition? Comment est-ce que ça peut être possible? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, Fernand a utilisé le mot biodiversité en lien avec la productivité. Je trouve que c'est très intéressant et très important comme perspective. Comment est-ce qu'on peut concilier biodiversité et productivité? Parce que, évidemment, que ces deux initiatives, elles posent aussi la question de la sécurité alimentaire, parce que c'est clair que les agriculteurs, ils ne sont pas seulement là pour entretenir le paysage ou occuper de manière décentralisée le territoire. Hein. C'est des fonctions qu'ils ont aussi, mais ils sont d'abord là pour nourrir la population suisse. Edward. Oui, alors d'abord sur la transition de 10 ans, en fait, alors je suis biologiste, on me dit, ah, mais c'est le bobo des villes qui vient nous donner des conseils, donc je tiens quand même à préciser que je parle avec pas mal de gens qui sont plus compétents que moi, donc quand je vous dis des choses, c'est en général parce que je les ai entendues de quelqu'un d'autre, et si je vous dis des bêtises, eh ben, vous me le dites, et puis comme ça, je progresse aussi. Voilà. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est que certaines cultures sont évidemment plus problématiques que d'autres, mais en fait, il y en a certaines pour lesquelles 10 ans, c'est trop long. On pourrait très bien, beaucoup plus rapidement, cesser d'utiliser des pesticides de synthèse sur certaines cultures. Donc, en fait, quand on dit 10 ans, c'est peut-être un peu effectivement une moyenne pour surtout ne pas rien faire dans un premier temps. Parce qu'on s'était dit, si on met 20 ans, pendant 10 ans, on ne fera rien, puis dans 10 ans, on réfléchit. Je caricature un peu, mais c'est un petit peu comme ça. Donc effectivement, je rejoins Fernand. Il ne faut pas oublier qu'il y aura une loi d'application. Que, notamment dans cette loi d'application, on peut très bien mettre certains garde-fous pour éviter de se retrouver dans des situations intenables. Il y a un certain nombre de choix qui devront être faits. Je pense qu'il faut aussi avoir le courage de le dire. Il y a certaines cultures qui sont peut-être juste trop problématiques, qui ne sont possibles que vraiment avec cette béquille chimique que sont les pesticides de synthèse. Ça tient peut-être en partie au choix de la culture elle-même, en partie aussi au choix des variétés qui sont cultivées. Donc il y a une certaine marge de manœuvre, disons déjà rien que là. Et donc voilà, ce qui m'amène aussi à la biodiversité, parce que quand on pense à agriculture, on entend aussi souvent dire qu'il y a de moins en moins de diversité de cultures, et au sein des cultures de variétés, on pense aussi au OGM, qui n'est pas une problématique suisse, mais en fait, elle n'est jamais très loin, on n'est jamais 100% sûr que ça ne va pas revenir par une porte ou par l'autre. Il y a là un risque d'érosion, enfin, ce n'est pas qu'un risque, au niveau mondial, c'est une érosion énorme de la diversité des variétés culturelles, et avec elle, on perd tout ce potentiel de résistance naturelle aux ravageurs, de capacité d'adaptation aussi au changement climatique. Ça, c'est c'est une réalité avec laquelle on doit faire face. Une des membres du comité est allée, je donne juste cet exemple, est allée aux États-Unis où il y a un centre de recherche et de conservation des variétés de pommes de terre. Ils ont, je crois, plus de 4000 variétés de pommes de terre à disposition, et de temps en temps, ils sont appelés à faire des tests pour tester l'effet ou la capacité de production ou autre de ces variétés. Mais ils ont dit, mais en fait, on n'a jamais tellement reçu de mandat pour tester la résistance naturelle de nos variétés aux ravageurs classiques de la pomme de terre. Donc, ça en dit long, disons. Si on a ce potentiel qui est là à disposition et qu'on ne s'est même pas posé la bonne question, bah forcément qu'on ne va pas trouver la bonne réponse. Donc, je pense qu'il y a encore un énorme potentiel, rien sans aller faire des OGM ou quoi que ce soit, rien que de conserver ces variétés et de s'assurer que dans un paysage, on n'utilise pas une seule variété. C'est extrêmement risqué de le faire. Dans la diversité, bien sûr que quand on parle de biodiversité, moi, en tant que biologiste du sol, je pense aux organismes du sol. Et là, il y a vraiment un des concepts de base en écologie, c'est que plus un écosystème est diversifié, plus il sera performant, plus il sera stable aussi, et résistant face aux changements, aux pressions extérieures, comme des années de sécheresse ou le réchauffement climatique.
Donc, en utilisant trop de pesticides de synthèse, on affaiblit en fait le sol, on diminue l'abondance et la diversité des organismes du sol. Et en faisant ça, en fait, on perd la capacité du sol à garantir à long terme une fertilité naturelle. On dégrade la structure du sol, donc ça va diminuer la porosité. Donc, si vous avez moins de vers de terre qui font des galeries, si vous avez moins de micro-organismes qui font des composés qui collent entre elles, si vous voulez, les particules de sol. Donc, on a des agrégats qui sont moins stables. Quand il pleut sur un sol labouré, par exemple, avec des agrégats peu stables, eh bien, ça fait plus d'érosion. Donc, on a plus de problèmes d'érosion si on utilise ces pesticides. Donc voilà, le sol est vraiment, parfois on le décrit comme une dernière frontière de la biodiversité parce qu'effectivement, il y a énormément d'organismes qu'on ne connaît pas dans les sols. Moi, j'aime bien décrire des nouvelles espèces d'amibes, ça m'intéresse beaucoup plus ça que d'étudier les pesticides. Et ben en fait, dans la forêt de Chaumont, on a trouvé des nouvelles espèces d'amibes. Il est en pratique de deuxième année d'étudiants en biologie, donc c'est vous dire si c'est facile. Il suffit de se pencher pour les découvrir. Donc il y a vraiment énormément de choses, il y a un énorme potentiel d'organismes qui sont là, qu'on ne connaît même pas. Donc, si on ne les connaît pas, on ne connaît pas non plus leur fonction, on ne connaît évidemment pas l'impact des pesticides dessus. Donc, en fait, c'est une boîte noire. On avance un peu de manière aveugle avec ces pesticides parce qu'on se focalise sur un seul aspect, c'est la production. Combien est-ce qu'on produit ? On oublie la fertilité à long terme du sol, on oublie les questions d'énergie aussi. Je dévie un petit peu, mais les deux sont liés. On va aussi voter sur la loi sur le CO2. Et là, il y a deux liens qui sont très importants entre ce qu'on dit là et puis le CO2. Le premier, c'est qu'une étude du FIBEL a montré, une étude à long terme a montré que sur les rotations de culture classiques du plateau suisse, pour produire une certaine quantité de nourriture, eh bien, en agriculture biologique, on utilise 20% de moins d'énergie. On entend souvent nous dire « Ah, vous allez devoir passer plus souvent avec vos tracteurs ». C'est peut-être vrai, mais c'est qu'une partie de l'image, c'est une partie du calcul. En fait, si on prend la globalité du calcul, on produit avec moins d'énergie, moins de carbone utilisé quand on n'utilise pas de pesticides de synthèse. Il y a aussi les engrais qui rentrent dans l'équation parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est plus globalement, c'est qu'en fait, quand on met en culture un sol qui anciennement était soit forestier, soit de prairie, mais avec finalement beaucoup de carbone, eh bien, ce qui se passe naturellement, c'est que la quantité de carbone dans ce sol diminue. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé partout où on a commencé à cultiver des sols. Et le défi aujourd'hui de l'agriculture, c'est d'essayer de remettre du carbone dans ces sols. Et en fait, le carbone des sols, c'est la vie des sols. Donc, c'est clair que si vous mettez des pesticides et vous tuez la vie des sols, eh bien, vous n'allez pas arriver à remettre du carbone dans les sols. Alors, à ça, j'anticipe sur des remarques qu'on peut me faire parce que je l'ai entendu. Donc, je l'amène directement ici. On me dit, oui, mais si on utilise du glyphosate, on peut faire de la culture sans labour et ça permet de maintenir plus de carbone dans les sols. Alors, peut-être qu'en partie, c'est vrai, mais le glyphosate, on connaît tous ses défauts. Ce n'est pas uniquement un herbicide, c'est aussi un bactéricide, donc il va modifier la structure des communautés de micro-organismes du sol. Il va avoir un impact également sur les invertébrés, sur les vers de terre du sol, etc. Donc, c'est de loin pas uniquement un herbicide. Donc, penser que le glyphosate est une solution miracle, c'est se tromper. La culture sans labour, oui, mais le défi, c'est de trouver la manière de le faire sans utiliser du glyphosate. Et là, on a un véritable défi si on arrive à faire ça. Et Fernand, peut-être que tu peux nous donner des exemples ou des pistes si tu connais des exemples. Mais à mon avis, là, on aurait quelque chose où vraiment on aurait le meilleur des deux mondes. C'est ça qu'il faudra viser à faire. Merci. Peut-être maintenant, pendant le temps qui nous reste, je vais faire un petit peu l'avocat du diable et je vous propose qu'on traite au moins deux grands thèmes qui sont importants dans la campagne. C'est la question de la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on arrive à produire assez? Parce que tu l'as très bien dit, Fernand, l'émergence des pesticides, c'est allé avec un grand enthousiasme parce que tout simplement, on n'avait plus peur de manquer. Et ça, je pense que c'est quand même une crainte chez les citoyennes et les citoyens, chez les consommatrices et les consommateurs. Est-ce qu'on peut, avec une sortie programmée des pesticides, que ce soit par l'initiative pour une Suisse libérée des pesticides ou par l'initiative Eau propre, qui utilise un autre instrument, mais finalement qui vise aussi le même but, une réduction drastique, voire une sortie totale des pesticides de synthèse. Est-ce qu'on peut encore produire assez à manger? Ça, c'est un premier thème que j'aimerais traiter. Et puis, le deuxième thème, c'est à quel prix?
parce qu'il y a aussi beaucoup, parmi les opposants à ces initiatives, des craintes, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les paysans. Est-ce que les paysans peuvent continuer à vivre? Est-ce qu'on peut continuer à avoir je dirais, une activité agricole dynamique et innovante dans notre pays? Alors, peut-être qu'on commence avec la question des rendements, et ça tombe bien parce que j'ai une question qui nous vient d'une auditrice. C'est une question qui s'adresse justement à Fernand et qui dit: Monsieur Cuche, avez-vous eu une baisse de rendement lors de votre passage au bio? Que pensez-vous de l'importation de produits bio qui contiennent parfois plus de pesticides que les produits non bio suisses? Alors, Fernand, tu as la parole. Oui, toutes les études agronomiques ont démontré que lorsqu'on quitte euh, une pratique culturelle où on dope plus ou moins le sol, hein, de par les engrais de synthèse, il y a une baisse de rendement. Ensuite, si on s'y prend bien, ça prend 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend un peu de l'histoire des sols hein, qu'on a cultivés, le degré de toxicité, le niveau de fertilité naturelle de ces sols, la vie microbienne. Mais au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, la production remonte. Mais pour cette question de sécurité alimentaire, Édouard Michel, dans sa dernière intervention, il a magnifiquement dépeint ce qu'il faut faire pour remonter à la diversification des semences. Et fort heureusement, dans de nombreux pays, on a conservé des semences qui présentent un potentiel aussi de résister à un certain nombre de maladies qui effectivement provoquent des diminutions de rendement. Mais dans un pays, et je le répète, qui abrite quand même des firmes agrochimiques, on a un peu de peine à changer d'orientation. Mais je tiens à rassurer aussi un peu ces firmes, pour autant qu'elles nous écoutent, que l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, l'agriculture durable fait appel à des stations de recherche, fait appel à des chercheurs, fait appel à la mise à disposition des agriculteurs des produits pour protéger les cultures avec des molécules qui doivent être dégradables. Et j'ai lu récemment que Syngenta a décidé de renforcer ses investissements pour la recherche vers une agriculture durable, encore une fois, la protection des cultures. Sur la sécurité alimentaire, moi j'aimerais bien lancer un débat, ce n'est pas l'objet de cette rencontre de maintenant, sur comment l'agriculture intensive, l'agriculture qui fait appel à une énergie non renouvelable considérable, assure demain le ravitaillement de l'humanité. C'est un débat, c'est un grand débat. Je pense que, même une certitude, que c'est une agriculture qui va abandonner progressivement les pesticides de synthèse, qui va permettre d'assurer le mieux possible le ravitaillement de la population demain. J'aimerais souligner aussi ici le gaspillage alimentaire. Si on met dans la balance tout ce qui est produit, acheté, transformé, conservé pour finir à la poubelle, les chiffres, en tout cas pour les pays industrialisés tels que le nôtre, avec une population riche, on a environ 300 kilos de nourriture qui ne sont pas valorisés à la table, qui ne sont pas valorisés dans nos assiettes. Si on met en place aussi un dispositif pour lutter contre ce gaspillage, ça se fait déjà, hein, mais c'est des associations, c'est des bénévoles, c'est des humanistes qui vont récupérer ces invendus pour les redistribuer, on pourra revenir après sur le coût de l'alimentation, aux gens qui ont aujourd'hui de la peine à nouer les deux bouts. Dernier mot, je lisais dans la presse hier que le chargé de mission spéciale à l'ONU pour le droit à l'alimentation a pris une position publique en disant « Je soutiens les 2 initiatives sur lesquelles le peuple suisse va voter ». Le Conseil fédéral, dans des considérations liées à PA 2022 qui a été shooté lors de la session de mars, je crois, eh bien, il dit « Attention, l'intensification, c'est ce que disait Édouard Michel, abaisse le niveau de fertilité naturelle des sols. Et un sol qui baisse en fertilité naturelle est un sol qui va produire moins. » Donc, tous les clignotants démontrent qu'il y a une voie nouvelle à suivre. Et encore une fois,
les paysannes et les paysans qui ont démarré dans l'agriculture biologique présentent les meilleures garanties pour ravitailler la population demain. Merci Fernand. On repasse la parole à Edouard. Edouard, est-ce que tu veux enchaîner sur ces questions de sécurité alimentaire? Est-ce qu'il y a d'autres arguments à tes yeux? Ou est-ce que tu veux traiter la question du coût? Parce que je pense que c'est aussi un point qui est un débat qui est justifié dans le cadre de la campagne et auquel on doit apporter des réponses. Edouard. Alors, je crois que je vais essayer de toucher les deux. Je ne peux pas résister. D'abord, quand on parle de production agricole, on parle de kilos, on parle de tonnes. On ne parle pas de valeur nutritive. On ne parle pas de matière sèche. Donc si une pomme bio est 50% plus chère qu'une pomme conventionnelle, j'aime pas l'utiliser conventionnelle parce que je ne vois pas pourquoi ce serait une convention, mais bon, bref, une pomme avec pesticides serait peut-être plus grosse ou peut-être plus chargée d'eau, plus gonflée un peu que l'autre. En fait, on n'a pas un bon dénominateur commun. Et je pense que le poids frais n'est pas le bon dénominateur commun. J'aimerais bien une fois faire une analyse de minéraux, de vitamines, de valeurs nutritives réelles de la nourriture et voir si finalement le prix du bio est tellement plus cher. Donc, bon, ça serait déjà une première chose à faire. Je pense que ça mérite réflexion. Par ailleurs, au prix, en fait, on sait très bien que quand on achète une denrée alimentaire bio, eh bien, la différence de prix ne va pas au producteur. Il n'y a qu'une petite partie de la différence de prix qui va réellement au producteur. La majeure partie de la différence de prix, c'est une partie des frais logistiques, de transformation, de transport qui sont… on n'a pas la même économie d'échelle quand on n'a que 15% en gros du marché que quand on a le 85%. Donc, on peut comprendre que là, il y a un surcoût. Mais surtout, après, c'est aussi les bénéfices, la marge de profit. Et on accuse souvent la grande distribution et je pense qu'on a assez raison de la montrer du doigt. Donc, en fait, là, notre message, c'est de dire finalement, cette différence de coût de production par rapport au coût final, elle est vraiment minime. Et si maintenant on réfléchit à une situation où l'ensemble de la production agricole est sans pesticides de synthèse, ça veut dire que même les prix d'appel, le M-Budget, le prix garanti et j'en passe, seront sans pesticides de synthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que de manger sans pesticides de synthèse, ce ne sera plus un privilège de riches ou de bobos, comme on aime les appeler, mais ce sera vraiment à la portée de tout le monde. Donc c'est un élément fondamentalement démocratique de cette initiative, de notre initiative en tout cas, que de vraiment régler cette question-là. Par rapport à la production, il ne faut quand même pas oublier qu'en Suisse, on a beaucoup d'herbages qui ne peuvent être utilisés que pour la production animale, soit, ça c'est très bien, et on n'est pas en train de dire qu'il faut devenir végétarien ou végétalien, mais il y a quand même 60%, si j'ai bien compris, des terres arables, donc labourées du plateau, qui sont utilisées pour produire du fourrage. Donc, si on devait compenser une légère baisse de la productivité liée au passage au sans pesticides, eh bien, on a parlé du gaspillage alimentaire. Ça, là, on peut déjà compenser tout ou partie. Mais en plus, on peut faire aussi une réflexion sur la quantité de viande qu'on mange. Et, sauf erreur, la quantité de viande que mangent les Suisses a tendance à baisser. J'ai vu hier que c'était quelque chose comme 52 kilos par an, ça me semblait énorme, mais en fait oui, je peux imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui mangent même plus. Ça baisse, mais très peu. Il y a une baisse, mais c'est vraiment… on reste entre 3 et 4 fois plus que ce qui serait recommandé par les nutritionnistes et pour l'environnement aussi, effectivement. Voilà. Donc là, vraiment, on a une marge. Et puis, l'autre chose qu'on consomme trop, c'est le sucre. Et puis, une des plantes qui est le plus difficile à cultiver sans pesticides, c'est la betterave sucrière. Donc là, on voit que d'un point de vue, si on était plus cohérent, si on taxait plus les boissons sucrées ou des choses comme ça, on aurait quelques leviers pour diminuer cette consommation de sucre. Donc voilà. Et donc par rapport à la Suisse, on a 60% de terres arables utilisées pour le fourrage, et puis toutes les terres qui sont des pâturages qui représentent, je crois aussi plus que la moitié du total, toute surface confondue, c'est également pour le bétail. Mais je crois qu'au niveau mondial, c'est quelque chose comme 80% des terres qui sont utilisées pour l'élevage et pour la production de fourrage, et pour produire quelque chose comme 18% des calories que l'on consomme. Donc là, on voit qu'au niveau de la planète, on dit « Ah, mais vous allez être égoïste en Suisse, vous voulez exporter vos besoins en important plus de nourriture. » Mais ce n'est pas forcément vrai déjà à la base. Et puis en fait, le problème mondial, parlons-en. Si les Américains, je crois qu'ils mangent 2 fois plus de viande que nous, l'idée, ce n'est pas de donner moins de viande à manger aux pays qui crèvent de faim, hein, bien sûr pas ça, mais par contre, les sociétés qui surconsomment de la viande, et là où ça ferait vraiment beaucoup de bien de diminuer la consommation de viande, eh bien, si on arrivait
à faire ça, eh bien, on libérerait des terres pour nourrir convenablement le reste de l'humanité. Merci. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est qu'en fait, on voit que ce n'est pas un problème de paysans. C'est un problème de société parce que c'est un problème systémique. C'est-à-dire qu'on en a parlé déjà tout au début de cet échange. Les agriculteurs, ils ont aussi reçu une formation. Donc, la société leur a dit comment il fallait qu'ils travaillent. Et ils ont simplement fait ce qu'on leur avait enseigné et d'ailleurs ce dont on leur avait assuré que c'était son problème. Ensuite, on voit que ce que nous consommons a un impact évident sur cette thématique-là. Donc, les consommateurs ont aussi une responsabilité dans cette transition qu'ils peuvent assumer. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut aussi faire quelque chose. On voit que la grande distribution a aussi une responsabilité parce qu'avec la question de la fixation des prix, qui est très importante. Donc, là, je pense qu'on perçoit bien la complexité de cette problématique et aussi le fait qu'il est inutile et probablement injuste de mettre uniquement les paysans au centre de cette discussion. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment une des conclusions que je tire de cette campagne. C'est finalement, c'est pas une discussion de politique agricole, c'est une discussion sur qu'est-ce qu'on veut comme alimentation dans 10 ans. Et comme politique alimentaire dans 10 ans, et qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous, pas seulement les agriculteurs, mais qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous, consommateurs, grande distribution, monde de la recherche, monde de la formation. Il y a un petit message pour nous dire merci, déjà, qui nous est arrivé, donc ça fait plaisir. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez encore poser des questions pendant un quart d'heure. J'aimerais rendre la parole à Fernand Cuche. Fernand, je ne sais pas si tu veux aussi dire quelque chose sur l'enjeu des prix, oui. Peut-être aussi pour les agriculteurs. Je pense que c'est aussi important de dire oui. Quelle sera la viabilité pour les agriculteurs eux-mêmes, hein, pour l'économie agricole d'un monde où on fonctionnerait sans pesticides. Comment est-ce que ça se passera pour les paysans eux-mêmes? Et puis, j'ai encore quelqu'un qui nous demande que répondre à ceux qui disent qu'il faudra tout importer et que ça va augmenter les prix. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais Fernand, je te transmets aussi cette question-là. Non, on ne va pas se trouver dans la situation de tout apporter. Si progressivement on se passe de pesticides de synthèse, ça ne touche pas, par exemple, les engrais du commerce. Hein. Ce sera peut-être une nouvelle législation dans les années à venir, mais pour le moment, ça ne touche pas les engrais du commerce. On ne va pas se retrouver, dès la mise en application de l'une ou l'autre de ces initiatives, ou les deux si ça passe, avec des épiceries vides, puis des grandes surfaces qui vont partir en vrille parce qu'ils n'auront plus d'aliments à vendre issus de notre production. Non, non, il ne faut pas dramatiser la situation. Mais je vais revenir au coût de l'alimentation. Depuis que je suis engagé dans ces problématiques, plutôt aux côtés des paysans, pendant en tout cas les premières décennies, le débat était récurrent en disant « la nourriture est indispensable à toutes et à tous ». Comme elle est indispensable à toutes et à tous, il faut qu'elle soit accessible financièrement à tout le monde. Puis l'autre version, c'est de dire « comme l'alimentation est indispensable à la vie de l'humanité, il faut en payer le prix ». Et depuis des décennies, on passe de l'un à l'autre, on bricole, etc. Il faudra qu'on revienne à des fondamentaux, à des priorités. Et l'alimentation, inévitablement, va passer par cette réflexion sur le prix à mettre pour une alimentation qui garantit une agriculture durable et des aliments de qualité. Alors, oui, la question, c'est de savoir qui paye. Je suis parfaitement conscient que dans un pays aussi riche que la Suisse, on a 800 000 personnes qui sont au seuil de pauvreté. Ça veut dire que c'est des gens qui ont la peine à nouer les deux bouts pour accéder à une nourriture saine, équilibrée, vivre décemment. Je suis parfaitement conscient de ça. Et je suis, pour le clin d'œil, ému de voir que des milieux de droite, des représentants de droite disent non, 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 on ne peut pas aller vers cette agriculture plus écologique parce que les pauvres de ce pays ne pourront plus acheter à manger. Bon, je dirais que dans un pays aussi riche que la Suisse, ça fait peut-être un certain nombre d'années qu'on aurait pu résoudre le problème par un salaire décent qui permet à chacune et à chacun
d'avoir une vie décente. Ça, c'est un autre débat. Si on se trouve dans une situation où on reconnaît que le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental, ça figure aussi dans les instances de l'ONU. Comme on a dit, pour les soins de santé, chacun a droit à un accès aux soins de santé. Je parle de la Suisse. Chacun doit pouvoir bénéficier d'une assurance maladie. Nous sommes dans ce pays, je pense, plus de 800 000 à ne pas pouvoir payer ces primes d'assurance maladie au coût où nous les facturent les caisses maladie. Les cantons, la Confédération, participent à un soutien à ces familles dans une fragilité économique pour alléger le fardeau des primes d'assurance maladie. Si l'alimentation est reconnue comme un bien, et fort heureusement, il n'y a pas à discuter là-dessus, accessible à tous, on pourrait imaginer aussi, en attendant qu'on revienne à des équités plus nobles dans ce pays, on pourrait tout à fait imaginer que celles et ceux qui ont la peine à nouer les deux bouts puissent bénéficier d'une aide qui leur permet d'avoir cette alimentation de qualité. À partir du moment où on entre, qu'on accepte d'entrer dans cette réflexion fondamentale en disant ça ne peut pas continuer comme ça, on l'a vu pour l'énergie, on le verra pour la mobilité, on en discute aujourd'hui en ce qui concerne l'alimentation, l'agriculture, eh bien, nous trouverons des solutions. Parce que sur le fond, je suis persuadé, on n'a plus le choix. Il faut sortir de ces pesticides de synthèse. Il ne faut plus travailler avec ces produits-là. Et c'est ça qui nous angoisse aussi. C'est que tout arrive un peu en même temps. Le réchauffement climatique, les problèmes énergétiques, les sécheresses l'été, etc. Et on a une angoisse. Mais la réponse, ce n'est pas de dire on bricole encore comme ça un peu à la périphérie et puis on verra bien, ça peut encore changer. Non, 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 on n'a plus ce choix. Et ça nous angoisse. Alors, il faut se mettre à la tâche. Et c'est ce que font précisément ces citoyennes et ces citoyens qui ont lancé ces initiatives et qui vont vraisemblablement encore en lancer jusqu'à qu'on puisse prendre des décisions de fond au niveau politique. Et ce n'est pas un reproche que je te fais, Adèle en particulier. Je sais qu'on est rarement majoritaire pour le moment au niveau des chambres fédérales et du gouvernement. Effectivement. Et peut-être encore pour revenir sur un point qui a déjà été cité par Edward et par toi, Fernand, je pense qu'il y a une solution à la fois pour la question de la sécurité alimentaire et pour la question du prix, dont la limitation du gaspillage, parce que les 30% de nourriture qui finissent à la poubelle, on paye aussi. Ça coûte aussi quelque chose de jeter toute cette nourriture. Et il y a eu un moment, déjà à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, où le prix de la nourriture était proportionnellement beaucoup plus élevé. Les ménages mettaient une part beaucoup plus importante de leur budget dans la nourriture. Et à ce moment-là, probablement qu'on gaspillait un peu moins aussi. Et je pense que si on arrêtait de tuer les sols et de porter atteinte à notre santé, tout ça pour produire tellement, mais en même temps qu'on en jette un tiers à la poubelle, je pense que ce serait déjà beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que je pense que c'est une question de société plutôt qu'une question finalement d'agriculture. Oui. Il nous reste plus beaucoup de temps, c'est 13h53 et on a dit qu'on arrêtait à 14h. J'aimerais vous redonner la parole à chacun une fois pour fermer un petit peu la boucle, peut-être avec un mot-clé aussi, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais il me semble que c'est un mot-clé important qui n'est pas apparu jusqu'à maintenant dans nos discussions, c'est la santé. On a beaucoup parlé des problèmes liés à la fertilité du sol, à la biodiversité, je dirais c'était très orienté biodiversité et fertilité, mais il y a aussi des problèmes de santé qui sont posés. Peut-être que vous pouvez dire quelques mots là-dessus. Et puis, on nous dit nouveau, mais n'est-ce pas utopique de penser que l'on puisse ne plus jeter? Moi, je pense que si on a réussi à le faire pendant assez longtemps, on devrait pouvoir le refaire. On n'est pas devenu, j'espère, en tout cas, beaucoup plus idiots que nos parents et nos grands-parents. Mais je vous donne la parole, peut-être d'abord Edward et puis après Fernand qui pourra clore le débat parce qu'il nous reste 6 minutes. Edward. Je vais faire très vite. Le gaspillage, en fait, il y a deux aspects au gaspillage. Il y a celui qu'on fait chacun chez soi,
Celui-là, effectivement, c'est une question d'éducation. Moi, personnellement, je ne jette quasiment jamais de la nourriture. C'est vraiment un tabou pour moi, mais il y a des gens qui jettent facilement la nourriture. Ça, c'est une question d'éducation. Mais l'autre moitié du gaspillage, grosso modo, c'est le calibrage des fruits et des choses comme ça. Et là, les agriculteurs avec qui je discute, ils me disent, bah, si vous augmentez la gamme de carottes que je peux envoyer au magasin, je vous augmente du jour au lendemain de 20 ou 30% ma production. Il n'y a pas de problème. Donc là, vraiment, il n'y a aucune excuse. Donc voilà. Par rapport, j'aimerais juste rajouter un petit élément sur le coût de la transition. Et beaucoup d'agriculteurs, en fait, ont peur parce qu'en fait, ils ont fait des investissements majeurs. Ils ont mis leur deuxième pilier, ils ont investi, ils se sont endettés jusqu'au cou pour des nouveaux équipements. Et ils nous disent aujourd'hui, ouais, mais si maintenant on change, j'ai refait tout ça pour rien, qui c'est qui va m'aider? Alors là, le message que j'aimerais leur donner, je pense que je m'avance un peu, mais je pense que c'est cohérent. Si le peuple décide cette transition, il est évident, à mes yeux, que ce n'est pas aux paysans d'en payer le coût, le prix. C'est une aide qui va venir automatiquement. Pour moi, c'était une évidence. On n'avait même pas besoin d'écrire ça dans notre initiative parce que pour moi, c'est une évidence. Mais j'aimerais peut-être bien qu'on leur redonne ce message parce que c'est très, très important. La santé, c'est le point important. Les gens me disent, ouais, mais les pesticides, c'est dangereux, c'est des toxiques. Je veux bien, mais en fait, regardez, les gens autour de vous, ils ne sont pas en train de tomber comme des mouches, quoi. Et c'est vrai. Et en fait, c'est un problème de perception. Entre le 19e et le 20e siècle, on a cessé de mourir de maladies infantiles, les femmes ont cessé de mourir en couche, on ne meurt plus du tétanos. Enfin bref, il y a un certain nombre de raisons de mourir qui ont disparu du radar ou qui sont devenues extrêmement rares. Et donc, l'espérance de vie a fortement augmenté. Et notre système médical est extrêmement performant, donc on a toute une série de maladies dont on arrive à guérir. Mais en parallèle à ça, on a l'augmentation de toute une série de maladies que l'on n'avait pas avant ou qui étaient extrêmement rares. Alors oui, bien sûr, il faut mourir de quelque chose, mais ce n'est pas que ça. Il y a des choses, il y a des problèmes de malformation, des problèmes neurologiques, des problèmes de maladies qu'on voit arriver, des Alzheimer à 50 ans ou des choses comme ça, ce n'est pas normal. Et là, il faut écouter les médecins. Moi, je ne suis pas médecin, mais quand les médecins nous disent on a des problèmes, ces molécules-là sont d'une toxicité telle que oui, il y a des effets de type endocrinien. Quand on a des effets de type endocrinien, c'est plus la dose qui fait le poison, c'est la présence de la molécule. Et ça, bien sûr, nos autorités refusent de l'entendre. Et moi, ce que je lis, c'est que 60% des pesticides de synthèse sont dans cette catégorie-là. Donc, on joue vraiment avec le feu, avec la santé. Et quand vous avez des proches ou vos propres enfants qui sont atteints, on entend aussi dire des choses comme quoi ces pesticides peuvent nous affecter dans notre génération, mais aussi dans la génération future. Quand une femme a un enfant, cet enfant aura des problèmes de fertilité quand il arrivera ou elle arrivera à l'âge adulte. C'est des choses comme ça qui nous pardonnent. Et là, on n'a pas le droit de jouer avec le feu de cette manière, surtout pas quand on a des alternatives, et des alternatives, on en a. Merci beaucoup. Je crois que c'est une très bonne conclusion de ta part, Edward, parce que c'est vrai, ce qui est important, c'est les alternatives. Et je crois que c'est le message qu'on doit aussi faire passer dans le cadre de cette discussion, c'est on peut le faire. On peut le faire. Parce que pour beaucoup de personnes, que ce soit chez les consommateurs, chez les agriculteurs, il y a ce sentiment d'être face à une montagne. Et je pense que c'est important aussi d'avoir confiance dans la capacité de résilience, cette transformation de notre société, de dire aussi qu'on peut mettre les moyens nécessaires et qu'on doit le faire. Et en tout cas, moi, comme parlementaire, si j'ai le bonheur d'être au Parlement dans le cadre d'une mise en œuvre d'une de ces initiatives, j'y serai particulièrement attentive. Ça doit être réalisable et en particulier réalisable par les paysans qui sont les premiers concernés dans le changement de pratique. Mais on peut le faire. Si on veut le faire, on peut le faire. Fernand, le mot de la fin. Bon, en ce qui concerne les effets sur la santé, sur la santé humaine, Edward a répondu. Moi, je partage entièrement ses propos. C'est un peu des plus ou moins grandes bombes à retardement. Ça prend du temps avant que, voilà, on voit ce qui va se passer. Moi, je pense aussi au niveau de la santé à celles et ceux dans les campagnes qui utilisent ces produits. Alors, on a fait des progrès en ce qui concerne la protection, mais je vois encore ici et là des gens qui ont pas, qui ne sont pas munis de cette protection. Et on sait aussi qu'il y a des études qui sont menées, notamment en France, sur l'utilisation des pesticides par les travailleurs de la terre et puis les conséquences sur la santé. C'est évident que ça a des conséquences. Et là, on peut remédier. Au fond, voilà, c'est une proposition qui nous vient, proposition citoyenne, qui j'espère va être largement reprise. Et là où on peut intervenir,
puis fermer des sources de contamination, des sources de désagréments qui portent atteinte à la vie, il faut y aller, il faut être actif. Et dans cette période quand même très troublante qui, de par le réchauffement climatique, met un éclairage particulier sur tous nos dysfonctionnements, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je me dis, la seule façon d'être bien dans sa tête et dans ce qu'on fait, c'est d'agir pour les générations à venir. Et je trouve que ça devrait être le moteur de chacune et de chacun pour les votations du 13 juin et aussi pour les grands enjeux pour lesquels nous serons encore appelés à débattre et à réfléchir. Merci beaucoup, Fernand. Merci à tous les deux. Pour tous ceux et celles qui nous écoutent, pour rappel, vous avez le choix. Vous pouvez décider sur l'avenir de notre alimentation le 13 juin prochain. Pensez-y, votez et faites voter autour de vous. Et puis pensez aussi à notre climat, parce que le 13 juin, on ne va pas seulement voter sur la biodiversité et la santé, on va aussi voter sur le climat. La crise climatique, c'est une bombe à retardement qui est déjà d'ailleurs en train d'exploser, sœur de la crise de la biodiversité. C'est des enjeux qui sont liés. D'ailleurs, Edouard Mitchell l'a bien montré avec le rôle que peut jouer un sol sain dans les cycles de carbone. Et n'oubliez pas d'aller voter pour la biodiversité, mais aussi pour le climat. C'est très important. Merci en tout cas pour votre intérêt, à toutes celles et à tous ceux qui ont suivi cette discussion. C'était très agréable et serein, je dois dire, pour une politicienne active comme moi qui a l'habitude aussi de participer à des débats contradictoires qui sont parfois plus difficiles à gérer. Merci Fernand Cuche pour ton engagement permanent encore et encore pour l'environnement et pour l'agriculture suisse. Et merci Edouard Mitchell d'être un scientifique engagé parce qu'on en a besoin. Ça ne doit pas toujours être facile avec la communauté académique d'assumer cet engagement. Mais en tous les cas, moi, je suis très contente que des scientifiques prennent la parole et s'engagent dans les débats citoyens. Je pense que vous avez un rôle fondamental à jouer. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas d'aller voter et puis à bientôt. Bonne fin de journée.